Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La capitale haïtienne connaît actuellement un rationnement drastique du courant électrique dû aux problèmes rencontrés au niveau du lac de Péligre et aux difficultés d'approvisionnement en carburant. Participation d'Haïti à la 30e réunion intercession de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne, CARICOM, qui s'est tenue à Basse-Terre, St. Kitts and Nevis, les 26 et 27 février dernier. Une dizaine de formations musicales des artistes et acteurs culturels montent au créneau pour exiger la tenue d'un carnaval à Port-au-Prince. Ils ont fait remarquer que l'annulation de ces festivités constitue un manque à gagner pour le secteur. Les responsables d'électricité d'Haïti, EDH, indiquent que le rationnement drastique du courant électrique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince est lié aux difficultés d'approvisionnement en carburant et au faible niveau du lac de Péligre. Le directeur de communication de l'EDH, Joseph Desvillemars, révèle que le bureau de monétisation de l'aide publique au développement, BMPAD, n'a pas pu fournir le carburant nécessaire pour faire fonctionner les générateurs électriques. Ce problème résulte des 10 jours de blocage des routes et des manifestations orchestrées par l'opposition. Toutefois, M. Desvillemars indique que dans les prochains jours, les responsables du BMPAD pourront reprendre l'approvisionnement en carburant de l'EDH. Dans le même temps, le niveau du lac de Péligre est passé en dessous de 158 mètres, ce qui empêche le fonctionnement régulier des 3 turbines. Les turbines sont activées chaque 3 jours, explique M. Desvillemars, rappelant qu'il s'agit d'une situation récurrente en période de sécheresse. La dégradation de l'environnement dans la région provoque une accentuation des difficultés pour le stockage de l'eau. De plus, M. Desvillemars fait remarquer qu'en raison de la hausse constante de la consommation de l'énergie électrique, la puissance fournie par les centrales thermiques et hydroélectriques ne peuvent plus satisfaire la clientèle. Au cours de cette semaine, l'EDH n'a pu produire que 60 mégawatts, mais il promet que la reprise de l'approvisionnement en carburant permettra de ramener la production à 120 mégawatts. Les responsables de l'EDH appellent les résidents de la région métropolitaine à faire montre de patience, assurant qu'un retour à la normale sera effectif dans un bref délai. Le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Bochit Edmond, a dressé un bilan positif de la participation d'Haïti à la 30e réunion intercession de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne, CARICOM, qui s'est tenue à Basse-Terre, St. Kitts and Nevis, les 26 et 27 février dernier. Le chef de la diplomatie haïtienne a indiqué que cette réunion s'est déroulée autour d'un certain nombre de thèmes d'intérêt pour l'avancement du processus d'intégration au niveau de la région caribéenne, dont la mise en œuvre du marché et économie unique de la CARICOM. La question la plus importante qui était débattue dans la réunion CARICOM, c'était surtout la question de la libre circulation des personnes, le marché unique. Et donc on est le marché unique là, les marchés qui viennent tout avec question de sécurité. La question de sécurité a été abordée, question de sécurité, lutte contre criminalité transnationale, trafic humain, lutte contre le trafic de la drogue et plusieurs autres questions qu'on va débattre et qui normalement ne va pas parler de marché commun sans question de sécurité et la question du transport, etc. Là, nous parlons de libre circulation des personnes, il est bien précisé. C'est une libre circulation des professionnels, des journalistes comme vous-même, des entrepreneurs. Et au moins, nous avons une étape pour nous essayer d'abord franchir avant la libre circulation pour tout le monde. Après, il y a eu, dans cette même réunion, il y a eu la manifestation pleine et entière de support des chefs d'État de la Caraïbe au gouvernement haïtien, au président Moïse, et qui estimait qu'il y a une légitimité démocratique et qui a été élu comme un chef d'État. Et je pensais que ce n'est pas normal pour
et question violence est supposé comme un outil pour qui changer et les autorités légitimes. Et ils ont exprimé tout support à ça. Ils ont exprimé aussi support à l'initiative dialogue président lancé et pour qu'ils mettent tous les frères haïtiens au chita ensemble et joignent un modus operandi comment pour nous travailler ensemble et au moins joindre une stabilité politique qui permettre nous au moins pays à avancer et permettre investisseurs étrangers rentrer et permettre de créer une confiance à tous les acteurs économiques, notamment les acteurs économiques nationaux et aussi les acteurs économiques internationaux. Arrestation mercredi de Ulysse Mardoché, alias Baron, lieutenant du chef de gang Tigé, opérant à Savane-Pistache. La police de Carrefour s'est rendue à l'hôpital adventiste de Dikini où Ulysse Mardoché recevait des soins suite à des échanges de tirs dans la zone de Carrefour-Feuille. La police a également procédé à l'arrestation de la compagne du chef de gang et de son chauffeur. Il s'agit d'un important coup de filet qui devrait permettre à la PNH d'en savoir plus sur le mode opératoire du gang de Tigé à Savane-Pistache, lequel sème la terreur depuis plusieurs mois. Présentation ce jeudi du plan de réponse humanitaire 2019-2020 à l'initiative de OCHA et du gouvernement haïtien. Le HPR qui s'étend sur une année vise à venir en aide à 2,6 millions de personnes vulnérables, dont 1,3 million sont ciblées comme prioritaires. Près de 126 millions de dollars sont requis pour mettre en œuvre la réponse humanitaire en 2019. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et d'Elsie Dieulassant. Un plan humanitaire pour répondre aux besoins des couches les plus vulnérables. S'étendant sur une période d'1 an, soit de 2019 à 2020, le PRH est un document stratégique qui permet de coordonner la réponse humanitaire et de mobiliser les ressources pour les projets humanitaires. Le plan de réponse humanitaire est une sorte d'investissement initial pour permettre aux familles haïtiennes et aux communautés haïtiennes qui sont affectées par un désastre naturel ou par une crise de pouvoir retrouver des moyens de vie, de pouvoir retomber sur leurs pieds et de pouvoir se préparer à pouvoir suivre l'effort de développement. En clair, ce guide élaboré conjointement par les autorités nationales et la communauté humanitaire se veut une manifestation de solidarité avec des Haïtiens en situation difficile. Le ministre de la Planification en est conscient. Fort de cette considération, Jean-Claude Dipierre s'engage à exercer le leadership requis en tant que titulaire du MPCE pour que ce plan soit une référence. Et pour que ce plan de réponse atteigne ses objectifs, il est impératif, mesdames et messieurs, que les ressources puissent être libérées à temps afin d'assurer une mise en œuvre des projets, et ce, dans les meilleurs délais. Plus de 126 millions de dollars sont requis pour mettre en œuvre la réponse humanitaire en 2019 dans les domaines de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la santé, le choléra, l'éducation, la sécurité alimentaire, les abris et biens non alimentaires, la protection, la nutrition, la logistique et la coordination. Haïti continue de faire face à des besoins humanitaires difficiles à combler en dépit des efforts consentis pour apporter une réponse cohérente, déplore le Premier ministre. Le gouvernement voudrait à ce que l'aide humanitaire soit de qualité et distribuée en vertu de la dignité humaine. Aujourd'hui, il est capital de trouver les passerelles entre les activités d'urgence et celles du développement. Rappelons qu'en 2018, le plan de réponse humanitaire n'aura été que très faiblement financé, à 11% du montant demandé, ce qui n'a pas permis à la communauté humanitaire d'atteindre tous ses objectifs et a eu des conséquences néfastes sur la population vulnérable non assistée. Selon les autorités, 2,6 millions de personnes nécessitent une assistance humanitaire. De ce chiffre, 1,3 million sont ciblés comme prioritaires pour recevoir de l'aide. Nous avons avec nous ce soir le professeur Camille Chalmers, chercheur, enseignant.
socio-économiste spécialisé dans l'analyse des processus d'intégration et la formulation de politiques publiques alternatives. Il donne des conférences dans le monde entier. Il est membre de nombreuses associations nationales et internationales, professeur à l'INAGE, professeur à la Faculté des sciences humaines. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous ce soir pour une revue rapide de la situation actuelle et peut-être, comme il est aussi un spécialiste du Venezuela, un petit coup de pied du côté de Caracas. Bonsoir Camille Chalmers. Bonsoir Métropole, merci pour l'invitation. Voilà, alors Monsieur Chalmers, on va commencer par la situation dans le pays, aussi bien politique que économique, ou même socio-économique. Quelle est votre vision de la situation actuelle? Bon, nous vivons une crise de très grande ampleur. Et c'est une crise qui a plusieurs dimensions, une crise structurelle et une crise conjoncturelle. Et c'est une crise de longue durée qui date d'au moins 30 à 40 ans. Et c'est une crise qui se manifeste à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est un pays qui est en panne de croissance économique. C'est un pays où nous avons une situation où la grande majorité de la population vit dans des conditions absolument inacceptables. C'est un pays où justement nous sommes à l'intérieur d'une situation où de moins en moins la production arrive à satisfaire les besoins de la population. Donc c'est un pays qui devient de plus en plus dépendant des importations. Et c'est un pays où on applique des politiques économiques qui, loin de résoudre ces impasses, les aggravent et créent des conditions extrêmement difficiles de vie, des conditions extrêmement difficiles de travail, ce qui explique notamment une reprise des flux migratoires massifs. Et on a vu plus de 600 000 personnes abandonner le pays au cours de ces dernières années. Et en plus de cette dimension économique, nous avons aussi une crise politique de grande ampleur. Une crise politique qui est caractérisée par le fait qu'avec le soulèvement populaire de la fin des années 80, on a essayé de construire un nouveau système, une nouvelle architecture étatique. Mais cette nouvelle architecture étatique qui voulait résoudre les problèmes d'autocratisme, les problèmes de dictature, mais qui aussi essayait de résoudre des problèmes séculaires, notamment liés à la question de l'exclusion des masses des affaires politiques. Et nous avons eu, depuis 87-88, une succession d'épisodes où nous avons vu s'exercer une très grande violence face à ce projet, n'est-ce pas? Violence qui s'est exprimée à travers des occupations militaires, des coups d'État, de la corruption et l'émiettement des mouvements sociaux, l'instrumentalisation des mouvements sociaux, la mise sous tutelle du pays avec l'épisode extrêmement malheureux de la MINUSTA et de la Mini-Juste. Et nous avons eu une perversion des institutions démocratiques qu'on a essayé de mettre en place, notamment à partir de la Constitution 87, où nous avons un habillage, une rhétorique démocratique, mais qui repose sur un État qui conserve sa nature violente, oligarchique et basée sur l'exclusion. Donc nous avons un malentendu, par exemple, quand on a des élections, cet espace électoral ne permet pas vraiment à la population d'exprimer ses choix, d'exprimer ses préférences en termes de programme politique. C'est des espaces d'élection où la population n'arrive pas vraiment à participer. Nous avons vu, par exemple, le dernier exercice électoral avec moins de 20% de participation et un président de la République qui est élu avec 7% des voix de l'électorat. Donc, une situation où, justement, il y a un divorce entre les revendications de la population et le système étatique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et au cours de ces dernières années, nous avons vu que la situation objective des gens s'est aggravée suite à un ensemble de chocs, notamment le choc de la détérioration de la gourde par rapport au dollar américain, le choc d'une inflation continue pendant 37 mois, d'une inflation importante entre 12 et 16%, le choc de l'absence d'augmentation du salaire minimum et le choc de la dédollarisation maladroite de mars 2018 et aussi des instruments budgétaires tout à fait inappropriés où on a essayé de résoudre la crise fiscale avec une augmentation de la pression fiscale dans un contexte où la population n'arrive pas à satisfaire ses besoins élémentaires. Donc, c'est cet ensemble de choses qui a conduit à une poussée de revendications populaires, à une forte indignation qui s'est manifestée pendant l'année 2018 et l'année 2019 par de très grandes mobilisations, celle des 6, 7, 8 juillet, celle du 17 octobre, celle du 18 novembre et celle que nous venons de vivre
avec les manifestations massives du 7 février et le blocage du pays pendant une dizaine de jours. Oui, donc oui, vous venez de dresser un tableau tout à fait complet, exhaustif même de la situation du pays où se confronte à la fois un aspect structurel et un aspect conjoncturel. Mais maintenant, concrètement, commençons peut-être par l'aspect politique. Qu'est-ce qu'il conviendrait aujourd'hui de faire pour non pas sortir de la crise, car comme vous l'avez signalé, c'est une crise qui est appelée à durer et dont on ne sortira pas en quelques semaines, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour commencer à dénouer cette crise, pour donner un peu d'espoir à ces gens qui légitimement manifestent contre la pauvreté, contre la famine, contre le manque de tout? Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan politique? Oui, nous sommes à un stade d'épuisement des modèles institutionnels implantés dans le pays depuis 1987 et la population réclame des changements profonds. Des changements profonds qui doivent essayer de résoudre la grande crise de légitimité des institutions. Légitimité de la présidence, légitimité de la primature, des ministères, du Parlement, et même légitimité aussi d'une grande partie du système judiciaire. Et aujourd'hui, la population demande un changement profond qui permet d'ouvrir un nouvel espace politique. Beaucoup d'organisations, par exemple, ont parlé de la démission du chef de l'État, du Premier ministre et des parlementaires pour entrer dans une période de transition, mais une période de transition qui doit avoir des caractéristiques différentes des autres périodes de transition que nous avons vécues. Une période de transition qui doit être organisée sur la base, justement, de construire des réponses institutionnelles qui permettent de ne pas avancer vers de nouvelles périodes de transition. Donc, il y a des choses à régler fondamentalement pendant cette période de transition, et je pourrais les citer rapidement. Il y a la question de la Constitution de 1987. Il faut refonder cette Constitution. Il faut justement approfondir les conquêtes démocratiques de l'après 1987, mais également il y a des propositions en ce sens. Hein? Il y a des propositions en ce sens. Il y a des propositions. Il faut justement un débat national, une très large concertation entre les différents secteurs pour aboutir à une refondation constitutionnelle. Il faut également refaire complètement le système électoral. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un échec avec des sommes extrêmement importantes qui sont dépensées et à chaque exercice électoral, nous avons un approfondissement de la crise au lieu que l'exercice électoral permet de résoudre la crise institutionnelle. Il faut aussi s'attaquer au problème de la gestion et de l'État, notamment au problème de la corruption, le problème de la transparence, le problème de l'impunité, le problème de la reddition de comptes. Et là, les grands dossiers comme les dossiers de Petro-Caribé, les dossiers du CRH, les dossiers du $50 sur la question de l'éducation. Donc il y a un ensemble de dossiers sur lesquels il faut faire la lumière, non seulement pour identifier ce qui s'est passé réellement, identifier les coupables, que le Trésor public puisse récupérer ce qui a été volé, mais aussi pour mettre en place des mécanismes institutionnels, des procédures qui empêchent qu'un tel scandale puisse se reproduire dans notre pays. Donc il faut également travailler sur la question économique, notamment la question du budget de l'État, la question des priorités, et il faut rompre totalement avec la vision néolibérale qui a dominé les politiques économiques au cours de ces dernières années et qui a conduit à l'effondrement que nous sommes en train de vivre. Et notamment, il faut prioriser le marché national, il faut prioriser les besoins les plus importants de la population. Je parle par exemple de la question alimentaire, je parle de la question de l'emploi, je parle de la question de l'énergie, je pense à la question des services de base, éducation, santé, je pense à la question de l'eau potable, de l'assainissement. Donc il faut vraiment réorganiser l'économie autour des priorités nationales et voir quelles sont les ressources, quels sont les ressorts, quelles sont les énergies qui peuvent être mobilisées pour résoudre ces grands problèmes et avancer vers une véritable refondation nationale. Et je crois que ceci est possible. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a eu pas mal de progrès au niveau de la population en termes de conscience de la gravité, de la profondeur des problèmes et ce qui devrait être fait. Hein. Et je pense que nous avons aujourd'hui un terreau très favorable pour avancer vers une grande concertation nationale qui puisse lancer un processus de refondation qui permettra de lancer le pays vers la prospérité, la croissance et la réponse aux revendications les plus importantes de la majorité nationale.
Oui, tout à fait d'accord avec vous, M. Chalmers. Cependant, la question qui se pose aujourd'hui, vu que le mandat du président Jovenel Moïse est sur la table, est questionné, est-ce que la question qui ne se pose pas, c'est justement le cas échéant, l'après Jovenel Moïse, car qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'opposition ne parle pas d'une seule et même voix. Il y a 10 solutions différentes qui sont proposées, ce qu'il ne faudrait pas, en un premier temps, que l'opposition s'entende sur une proposition unique ou au moins un projet. Pour l'instant, on n'a que des condamnations. Mais ce que nous remarquons ces dernières semaines, c'est qu'il y a quand même de nouvelles tendances à la construction de consensus autour de certaines idées. La première idée, c'est qu'en fait, il y a un consensus sur le fait que les tenants du pouvoir actuel, que ce soit au niveau du Parlement, de l'exécutif ou de la primature, ne peuvent pas résoudre le problème. Et on voit que ça chemine d'échec en échec, et chaque fois, nous avons une aggravation de la situation. Donc ça, c'est un consensus. Il y a aussi un deuxième consensus sur le fait que nous avons besoin d'une transition relativement longue, 2-3 ans, qui permettent justement d'aller vers cette refondation nationale et de déclencher des mécanismes nouveaux, de créer un autre climat dans le pays, d'autres rapports entre les secteurs sociaux, de casser les clivages, le cloisonnement qui existe dans ce pays et qui empêche, n'est-ce pas, aux secteurs sociaux de se parler et d'élaborer des alternatives communes. Donc je pense qu'il y a une nouvelle ambiance. Et je pense que les conditions sont réunies pour construire un consensus assez large autour, par exemple, d'une transition longue, autour de la recherche de mécanismes d'un pouvoir de transition qui n'a pas la mission de résoudre les problèmes, mais qui doit créer les conditions pour relancer ce sentier de reconstruction nationale. Et évidemment, cela doit être fait dans une ambiance de concertation des différentes forces politiques pour désigner un président de la République qui sera un président provisoire pendant cette période de transition, mais qui doit aussi être un président qui ne soit pas le prisonnier d'un ensemble de forces négatives qui sont à la base des impasses et des obstacles aujourd'hui qui nous empêchent de débloquer le pays. Donc je pense que ça doit être quelqu'un qui doit, par exemple, être en mesure d'avoir les coups des franches pour lancer le processus de reddition de comptes sur la question de la corruption, par exemple, de se libérer de l'emprise des monopoles économiques sur le plan commercial et dans des secteurs clés de l'économie qui empêchent à l'État d'agrandir son assiette budgétaire et qui empêchent aussi à la population d'avoir une amélioration significative de ses conditions de vie. Parce que nous avons, par exemple, la plupart des denrées qui sont de première nécessité qui sont consommées dans ce pays qui sont contrôlées par des monopoles. On parle de 4, 5, 6 familles qui contrôlent à peu près tout. Donc il faut desserrer cet étau. Et il faut aussi desserrer l'étau du contrôle externe qui passe à travers le département d'État, qui passe à travers les institutions financières internationales, je pense au FMI, Banque mondiale, etc., qui aujourd'hui tiennent l'agenda, définissent les priorités, et souvent définissent des priorités qui sont totalement à l'encontre de l'intérêt national. Nous avons vu par exemple l'ordre qui a été donné d'augmenter le prix des hydrocarbures de l'ordre de 51%, pour certains produits, oui, qui a été à la base de cette grande révolte du 6, 7, 8 juillet. Donc je pense qu'il faut avoir des critères, s'entendre sur des critères qui permettent justement à ce personnel politique d'avoir les coups des franches et surtout de définir des mécanismes de contrôle social qui empêchent justement à ces nouveaux tenants de la période de transition d'exécuter des agendas qui soient en rupture avec l'intérêt national. Et en ce sens, certains secteurs parlent par exemple de conseil d'État, mais un conseil d'État qui serait défini sur la base territoriale, donc en représentation des différents départements, donc 10 représentants plus 1 de la diaspora, n'est-ce pas? Et avec ces départements, avec le tissu social de ces départements, construire un mécanisme permanent de reddition de comptes et de contrôle. Non seulement il y a un agenda commun qui est adopté, mais il y a aussi une reddition de comptes et un flux d'informations qui permet à la population de contrôler effectivement si le travail de transition permet de construire les bases du renouveau économique et social. Très rapidement, Monsieur Chalmers, est-ce que vous pensez que les initiatives qui ont été prises, en particulier par le Premier ministre Jean-Henri Séan, risquent de déboucher sur un vrai procès Petro-Caribé? Pas du tout, pas du tout. Je pense que
Et nous avons vu que malgré ce qui s'est passé le 6, 7, 8 juillet, le gouvernement n'a pas du tout créé un climat de dialogue. Nous avons vu par exemple l'échec catastrophique des États généraux sectoriels. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur ce rapport, qui est pratiquement un album de photos, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on lance un nouveau comité qui n'a aucune chance de réussir son mandat, dans la mesure où justement, dans une situation aussi tendue et aussi polarisée, il faudrait d'abord qu'on s'entende. Vous ne pouvez pas inviter des gens à jouer un match avec vous et vous choisissez l'arbitre. Et la plupart du temps, ce comité n'a pas vraiment la notoriété et la crédibilité nécessaire pour fédérer un espace de dialogue conséquent. Donc, et les différentes mesures économiques annoncées, qui, parmi ces mesures, il y a des mesures qui touchent effectivement des questions essentielles, mais elles sont en général inapplicables. D'abord, cela demande souvent des transferts du Trésor public pour subventionner certaines entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine crise de fiscalité, donc il n'y a pas de ressources vraiment abondantes pour faire ces subventions. Et deuxièmement, certaines de ces mesures exigeraient une rupture d'alliance avec certains secteurs économiques qui sont les soutiens les plus importants de M. Jovenel Moïse et de M. Séan. Donc ce sont des ruptures d'alliance absolument impossibles, d'autant plus que nous sommes dans une ambiance de cassure visible et pratiquement de guerre au milieu de l'exécutif entre le président de la République et la primature. Oui, mais là, je parlais des mesures spécifiques qui ont été prises dans le cadre de permettre au procès Petro-Caribé de démarrer, c'est-à-dire la publication de tous les contrats, enfin, les différentes mesures concrètes qui ont été prises pour aller vers ce procès. C'est de cela que je parlais, c'est sur ce point que je vous interrogeais. Effectivement, on a avancé, et ceci grâce à la pression de la population, grâce à la pression de la société civile, on a avancé. Il y a beaucoup de choses qu'on a essayé d'enterrer, de cacher, de masquer, qui aujourd'hui sortent au grand jour. Donc je pense que c'est un pas en avant. Mais je pense qu'il faut aussi avoir des mécanismes de contrôle qui permettent de s'assurer effectivement que les différents appareils concernés vont agir dans l'impartialité, n'est-ce pas, et ouvrir les voies à un procès équitable, un procès qui permette vraiment de faire la lumière sur cet énorme scandale. Ceci n'est pas assuré dans la mesure où justement nous savons que beaucoup de ce personnel des appareils que nous avons aujourd'hui sont liés à des intérêts particuliers et n'auront pas les coups des franches vraiment pour mener le pays vers un procès équitable et qui permette de définir de nouvelles procédures. Très rapidement, Monsieur Chalmers, vous et moi étions d'accord pour dire que l'essentiel des manifestations contre la faim, contre la famine, contre l'insécurité, etc., était légitime. Malheureusement, beaucoup de ces manifestations ont été infiltrées par des casseurs, des pilleurs qui ont un petit peu jeté le discrédit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour empêcher que ces manifestations, encore une fois légitimes, ne soient dénaturées par la présence d'un certain nombre de casseurs? En cela, je fais toujours un parallèle entre ce qui se passe en Haïti et avec le mouvement des Gilets jaunes en France. Oui, bon, d'abord, il faut noter que, il n'y a pas eu vraiment une vague massive de casseurs. Et je pense que ça a été assez marginal. Vu compte tenu de l'ampleur du mouvement, quand on voit la quantité de citoyens qui ont gagné les rues, par exemple, le 17 octobre, les casses n'ont pas été tellement importantes en termes de quantité de casses. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il faut noter également que le soulèvement populaire du 6, 7, 8 juillet était une réaction, comme vous l'acceptez, n'est-ce pas, tout à fait légitime, dans un cadre où, justement, on a pris des mesures tout à fait inacceptables dans un moment de très grande détresse de la population. Maintenant, je pense que les citoyens haïtiens ont démontré une très grande maturité, non seulement au niveau de ces grandes manifestations, mais aussi le fait que nous avons vu se développer un éventail de revendications interconnectées et qui ouvre la voie à un questionnement profond du système en place. Nous parlons par exemple du départ de l'exécutif, nous parlons des revendications liées à la corruption, Petro-Caribé, CIRH, etc. Mais nous parlons aussi d'un ensemble de revendications par rapport à la gestion économique, la question de la cherté de la vie, la question
des importations, la question de la production nationale, la question du crédit aux petites et moyennes entreprises, etc. Donc nous avons aujourd'hui un éventail de revendications extrêmement intéressant, et ce sont des revendications interconnectées qui offrent justement une palette intéressante pour que les forces politiques puissent construire un projet véritablement qui permette de sortir de l'impasse actuelle et qui permette finalement à la population haïtienne de reprendre le contrôle de son destin. Professeur Camille Chalmers, nous allons, si vous le voulez bien, maintenant faire une petite incursion très rapide du côté de notre finalement voisin qu'est le Venezuela. Le Venezuela qui subit une crise majeure depuis quelque temps, une crise d'ailleurs où on voit à nouveau peut-être même pointer le nez d'un renouveau de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis d'un côté, qui sont les deux principaux, il y en a bien d'autres, mais qui sont les deux principaux opposants et accusateurs du régime de Nicolás Maduro. En deux mots, mais vraiment très rapidement, comment est-ce que vous voyez l'issue de cette crise vénézuélienne? Bon, et aujourd'hui, le peuple vénézuélien et son gouvernement, le gouvernement de Nicolás Maduro, sont en face de multiples problèmes, et des problèmes qui sont liés principalement à la relation avec les États-Unis, et une relation qui s'est détériorée depuis 2002, quand il y a eu une première tentative de coup d'État contre Hugo Chávez Frías, qui a été financée, appuyée et reconnue très rapidement par les États-Unis. Par la CIA, oui. Ouais, d'accord. Donc, je pense qu'effectivement, depuis 2002, et ceci s'est intensifié après la mort de Chávez, vers 2013-2014, et 2014, il y a eu effectivement une guerre économique financière contre le Venezuela, et qui s'est exercée ouvertement depuis les décrets de Obama signalant que le Venezuela est une menace extraordinaire contre les États-Unis. Et cette guerre économique a produit des effets dévastateurs sur l'économie du pays, qui est très dépendante des exportations de pétrole, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on voit qu'il y a toute une construction d'une image autour de Nicolás Maduro, qui est une image qui ne correspond pas du tout à la vérité. Nicolás Maduro n'est pas un dictateur. Le régime qui s'est construit depuis 1998-1999 est un régime démocratique, qui a réalisé 25 épisodes d'élections, qui en a gagné 23 et qui a reconnu sa défaite dans les deux autres exercices électoraux. Et j'ai moi-même personnellement assisté comme observateur international aux élections de mai 2018 qui se sont déroulées dans une ambiance ouverte, dans une ambiance où il y a eu un audit des machines électorales réalisées avec la participation de pas mal de secteurs de l'opposition. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a une cabale qui est construite contre Nicolás Maduro et qui est tout à fait contraire aux valeurs prétendument démocratiques défendues par certaines puissances. Nous devons affirmer que le régime de Maduro est un régime qui se base sur la vision d'une construction souveraine, de la construction d'une autodétermination qui était très nouveau à l'époque et qui a introduit un nouveau cycle politique dans le continent. Et c'est un nouveau cycle politique qui a eu des résultats extraordinairement bénéfiques pour l'ensemble de la population. Il y a eu 80 millions de personnes en Amérique latine qui sont sorties de la misère. Vous avez eu le renforcement des institutions étatiques. Vous avez eu un développement de la démocratie participative avec la naissance des communes notamment, avec la constitution bolivarienne qui est considérée comme l'une des plus ouvertes et la plus démocratique, etc. Donc aujourd'hui, Nicolás Maduro et son pays subissent une agression tout à fait injuste, tout à fait inacceptable, et on essaie d'imposer un coup d'État avec M. Guaido, et pour reprendre le contrôle politique du pays et casser ce symbole de la résistance du projet bolivarien, et surtout mettre la main sur des ressources abondantes du sous-sol vénézuélien, avec la plus grande réserve de pétrole au monde, plus de 247 millions de barils de pétrole comme réserve confirmée, avec beaucoup d'or, beaucoup de métaux précieux, du coltan, du gaz naturel, etc. Donc aujourd'hui, l'enjeu fondamental est double. Le contrôle économique des entreprises multinationales américaines sur les ressources du Venezuela et reprendre le contrôle politique du pays
en disant au peuple de l'Amérique latine, cette résistance a abouti à un échec. Mais aujourd'hui, heureusement, nous voyons une résistance farouche, héroïque, admirable du peuple vénézuélien. Vous voyez par exemple toutes les grandes manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière. Et cette résistance héroïque est appuyée par la grande majorité des pays de l'Afrique et de l'Asie, et aussi des pays de la Caraïbe et quelques pays de l'Amérique latine. Et aujourd'hui, cette confrontation est vitale pour le destin des peuples qui défendent leur dignité et leur autodétermination. Oui, je suis en partie d'accord avec vous. Cependant, ce que certains observateurs ont constaté, c'est que d'abord, hélas, Maduro n'est pas Chavez, et que, alors qu'à l'époque de Chavez, c'était presque un face-à-face entre les États-Unis et le Venezuela, depuis que Maduro est arrivé, il y a des tas d'autres pays qui l'ont laissé tomber, à commencer par l'Union européenne, à commencer par le groupe de Lima. Aujourd'hui, Maduro se retrouve quand même de plus en plus isolé, et ce n'est pas seulement les États-Unis qui lui mettent la pression. Non, alors quand on parle d'isolement, il faut relativiser parce que d'abord tous les pays de l'Union européenne n'ont pas condamné le gouvernement de Maduro, et ça c'est une première chose. Deuxièmement, l'Union africaine avec les 54 pays du continent africain appuie Maduro, et au Venezuela on vient de réaliser une très grande assemblée internationale des peuples avec des centaines de représentants venant de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine qui ont apporté leur appui solidaire à ce gouvernement. Donc on ne peut pas vraiment parler d'isolement, même si c'est vrai que dans le cadre de l'Amérique latine, les États-Unis ont réussi à reprendre le contrôle politique en imposant souvent, par des voies complètement irrégulières et non démocratiques, des gouvernements qui sont à leur solde, comme par exemple au Honduras. Vous avez au Honduras quelqu'un qui a été élu, très mal élu, même l'OEA reconnaît que ce sont des élections frauduleuses. C'est un gouvernement qui est parmi les principaux violateurs des droits humains au monde. C'est le champion du monde, par exemple, des tueries contre les environnementalistes, mais malgré tout, il a le soutien des États-Unis. Donc, il y a eu aussi le coup d'État contre Dilma Rousseff au Brésil, etc. Donc, il y a une ambiance aujourd'hui où l'offensive américaine, c'est la reprise du contrôle hégémonique du continent, et ceci est fait par tous les moyens, y compris des moyens qui n'ont rien à voir avec la doxa démocratique prêchée par les représentants de l'Empire. Donc, Maduro n'est pas isolé. Vous avez évidemment l'appui de la Chine, vous avez l'appui de la Russie, et vous avez l'appui des pays africains. Plus de 95 pays se sont exprimés ouvertement en appui à Maduro, ce qui explique d'ailleurs l'échec répété des États-Unis au Conseil de sécurité quand ils ont voulu reconnaître le gouvernement de Guaido. Donc aujourd'hui, la lutte est ouverte et Maduro a beaucoup de cartes, n'est-ce pas, avec tout ce que la révolution bolivarienne a réalisé en termes de coopération alternative. Il n'y a jamais eu aucun gouvernement de l'Amérique latine qui a pu développer des relations aussi solidaires et aussi épanouissantes avec les peuples de l'Afrique. Très bien. Ben, écoutez, merci infiniment, Camille Chalmers, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je sais que vous étiez en cours et que vous avez terminé votre cours pour nous accorder cette interview. Merci encore. Merci de ce tour d'horizon social, politique, économique, à la fois national et international, avec notre petite incursion au Venezuela. Encore une fois, merci et bonne fin de journée. Merci à vous et je salue les téléspectateurs de Métropole. Encore une fois, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le professeur Camille Chalmers, professeur à l'INAGE, professeur à la Faculté des sciences humaines, chercheur et enseignant, qui nous donnait son sentiment sur la situation actuelle en Haïti. Et comme je viens de le dire, nous avons fait un petit tour du côté du Venezuela. Le Venezuela qui est notre voisin et avec qui nous avons entretenu des relations extrêmement proches qui ont donné naissance à la manne Petro-Caribé qui aujourd'hui se transforme en cauchemar. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.